Bonjour, donc c'est la 4e séance de cette année de Désir de campagne qui traite donc des nouvelles façons de vivre et de travailler en milieu rural. Et cette séance est consacrée à la culture. Oh, excusez-moi. Et je reprendrai des éléments de la dernière fois parce que j'ai traité de l'itinérance, mais je suis passée très vite sur l'itinérance culturelle, donc je l'ai intégrée dans ma présentation d'aujourd'hui. Alors, la question culturelle est quelque chose qui est assez inhérent à la définition de la ruralité et aux représentations qu'on se fait de l'espace rural ou de la ruralité, si vous voulez, entre désert culturel pour certains, foisonnement culturel pour d'autres, entre culture amateur, culture professionnelle, entre une culture portée par une vision nostalgique, un peu l'idée d'une culture anthropologique, faisant référence à des modes de vie anciens dans le rural, une vision donc un peu nostalgique de la campagne, et une autre qui vise la modernité et l'innovation. Donc en fait, quand on traite de la culture, on revient sur un peu les tensions, les représentations que j'ai évoquées depuis l'année dernière pour ce qui a trait à l'espace rural. En même temps, la question de la culture, elle est aussi au cœur des débats actuels, à la fois sur la ruralité, l'aménagement du territoire et les territoires ruraux, et en même temps sur les débats actuels autour de la culture, et sur faut-il financer des grands établissements ou disperser les financements, par exemple, culturels. Donc on est en plein dans ces débats. Donc sur la question des égalité-inégalité territoriale, qui pose une question de l'aménagement culturel du territoire, qui est une question lancinante en France. Faut-il renforcer des grands pôles culturels, dont Paris, pour rayonner à l'international, ou doit-on diffuser à l'échelle du territoire ? L'aménagement du territoire, c'est pas évident. L'aménagement culturel du territoire est toujours en tension, et depuis la création même du ministère de la Culture en 1958. Au cœur des débats aussi sur la question des droits culturels, de la diversité culturelle. Qu'est-ce que la diversité culturelle ? Qu'est-ce qu'un droit culturel ? Et ça traverse aussi beaucoup les territoires ruraux et les acteurs culturels intervenant dans les territoires ruraux. Et puis, ça nous interroge parce que on peut se poser la question des besoins culturels d'un territoire, des habitants d'un territoire, et leur évaluation. Alors, je vous pose cette question parce qu'il y a une dizaine de jours, j'étais à des rencontres sur jeunes cultures et territoires ruraux, entre le rural, l'ancrage et la mobilité européenne, puisque c'est l'année européenne de la culture. La question, on nous avait posé, essayer de faire réfléchir à un parallèle entre l'agriculture et la culture, et aujourd'hui on a des méthodes qui visent à évaluer les besoins alimentaires d'un territoire, qu'on peut très fortement critiquer aussi, qui sont un peu systématiques et schématiques, mais avec l'idée, est-ce qu'on pourrait avoir des systèmes semblables pour évaluer les besoins culturels d'un territoire. Donc autant dire que la réponse, elle est non, mais c'est ma réponse. Et puis, l'évaluation aussi. L'évaluation des politiques culturelles. Je pense qu'il y avait dans Le Monde d'hier, ou d'avant-hier, je ne sais pas de quand il était daté, un rapport qui disait que les projets artistiques n'avaient pas assez de représentation, notamment dans le théâtre vivant, qui avait un faible taux de représentation par rapport à, et donc des questions de coût public. Il est très difficile aussi, en fait, d'évaluer des politiques culturelles. Et donc, voilà, c'est une vraie question assez complexe.
Et puis, au cœur aussi des débats sur l'attractivité du rural. Alors, l'attractivité, c'est un mot aussi un peu valise, hein, d'accord, mais qui revient souvent à propos du rural. C'est-à-dire, est-ce que le fait de la culture peut être un facteur d'attractivité d'un territoire? C'est vraiment comme ça que la politique culturelle est pensée dans les villes en particulier. Est-ce que c'est la même chose? Oui, pour les territoires ruraux, bien entendu. Mais une attractivité pour qui? Tout d'abord. Et puis aussi une attractivité peut-être du rural pour des acteurs culturels pour venir s'y installer. Donc c'est aussi des questions qui peuvent se poser, et avec derrière aussi la question de l'emploi, bien entendu. Donc ces débats posés d'entrée de jeu, auxquels je ne prétends pas répondre en moins d'une heure, mais c'est pour vous dire un petit peu, vous donner aussi des éléments de réflexion. Pour moi, la culture en milieu rural, c'est d'abord un maillage d'acteurs et de lieux, des réseaux de lieux, d'acteurs et de politiques. Et on va essayer de regarder ça un petit peu ensemble, et en essayant de voir aussi des formes un peu de ce que pourraient être des spécificités de la culture en milieu rural. Je prends encore mes précautions, le rural ne s'oppose pas à l'urbain comme un espace isolé, mais on peut avoir quand même des spécificités, je le rappelle, liées à une faible densité relative, par exemple des questions de mobilité que j'ai déjà largement évoquées depuis le début de ces séances. Donc mon PowerPoint est loin d'être parfait. Alors je voulais juste donner des petits éléments de méthode pour savoir vous dire un peu d'où je parle. Si pour certaines séances je suis ruraliste mais pas spécialiste de certains thèmes que j'aborde, pour ce qui est de la culture, ça fait pas mal d'années que je travaille sur la question de la culture en milieu rural, mais vu d'un point de vue du développement local, si on a encore droit aujourd'hui de parler de développement local. Donc, des travaux conduits, des recherches, notamment récemment pour la Direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi je m'appuierai sur des travaux comme d'habitude, sur des travaux d'étudiants dont entre autres la thèse de Pierre-Marie Georges qui portait sur les artistes en milieu rural, donc dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors je vais l'aborder en 3 temps, puis je vais essayer de ne pas faire comme d'habitude, c'est-à-dire aborder pendant les 3/4 du temps le premier point et laisser peu de temps aux autres. Le premier, c'était regarder avec vous des lieux et les temps de la culture en milieu rural. Vous montrer ensuite qu'on a des acteurs multiples avec une grande importance des initiatives privées et des initiatives et du monde associatif en milieu rural, qui peut distinguer le rural de l'urbain. Et puis, quelques questions, plutôt des questions qu'une véritable analyse de est-ce qu'on va vers une territorialisation des activités culturelles. Et si j'arrive pas jusqu'au bout, ce que je commence à imaginer, je finirai lors de la prochaine séance. Alors, les lieux et les temps de la culture en milieu rural. Pourquoi lieu et temps? Bien parce que finalement, on peut imaginer que dans le rural, on a un rapport au lieu culturel ou plus largement des rapports au lieu qui diffèrent de ceux qu'on peut avoir en ville, et une temporalité aussi différente. Temporalité des activités culturelles je vous expliquerai aussi comment j'entends le temps, puisque on est dans un espace, encore une fois, de faible densité relative, donc il y a le temps du déplacement qui est aussi à prendre en compte. Donc, des lieux culturels, eh bien, on pourrait dire au départ diffus, éclatés
en milieu rural, on n'est pas dans la concentration. Si vous preniez un atlas des activités culturelles, on voit qu'on a une concentration des grands équipements culturels dans les grandes métropoles. Plus la ville est importante, plus il y a une concentration d'équipements culturels. Donc, on a une corrélation entre taille des équipements, renommée, rayonnement des équipements et densité. Donc, rien d'étonnant alors à ce qu'on ait une faiblesse, comparativement à la ville, des équipements culturels en milieu rural, que ce soit des lieux de diffusion ou des lieux de pratique. Mais c'est pour ça d'ailleurs que si on regarde, certains peuvent parler, ou on a pu parler il y a quelques années, de désert culturel. Mais il n'en est rien, vous imaginez bien qu'aujourd'hui plus personne n'ose dire ça, et que ce n'est pas le cas. Donc il y a des lieux culturels en milieu rural, mais qui prennent des formes aussi spécifiques, qu'ils soient directement dédiés à la culture ou qu'ils soient polyvalents. Donc ces lieux, eh bien, c'est notamment, on va dire, les lieux patrimoniaux. Vous savez que quand quand un représentant de l'État parle de la culture en milieu rural, la première chose qu'il va vous dire, c'est l'importance des établissements inscrits ou classés au patrimoine et leur répartition relativement homogène sur le territoire et de fait, donc, très nombreux en milieu rural. Donc l'importance des lieux patrimoniaux, qu'ils soient classés ou inscrits, ou qu'ils ne le soient pas. On peut aller de la petite chapelle au monument de renommée internationale, château de Chambord, abbaye de Fontevraud, par exemple, pour n'en citer que quelques-uns. Donc, des lieux patrimoniaux qui sont aussi souvent utilisés comme des lieux après de diffusion culturelle aussi. Donc, les lieux patrimoniaux sont des lieux culturels en soi, mais ils sont aussi utilisés pour faire de la diffusion culturelle à des moments exceptionnels. Des lieux culturels diffus et éclatés, c'est une question, mais on a aussi en milieu rural un véritable maillage d'équipements culturels de proximité, en particulier de bibliothèques. On l'a déjà un petit peu évoqué ensemble, mais on a en milieu rural un véritable réseau de bibliothèques, que ce soit des bibliothèques contrôlées par des collectivités territoriales, gérées par des collectivités territoriales avec du personnel formé, ou des bibliothèques associatives. Bibliothèques aujourd'hui de plus en plus associées aussi, devenant des médiathèques. Donc on a bien ce maillage qui joue un vrai rôle. On va le voir, ces équipements culturels de proximité ont aussi une forme de polyvalence sur laquelle je pourrais revenir. Des cinémas, oui, bien sûr, on n'a pas les nouveaux grands pôles cinématographiques comme on peut le trouver dans les banlieues urbaines, mais on a aussi des cinémas, y compris des cinémas d'art et d'essai qu'on va trouver dans des petites villes. Ce maillage, bien entendu, d'équipements culturels, il est dans des communes dites rurales, mais aussi petites villes et villes moyennes qui participent de ce territoire rural. Des équipements culturels diffus, eh bien, je dirais aussi des musées, musées divers, qu'ils soient contrôlés aussi par l'État ou labellisés par le ministère de la Culture ou privés, associatifs. On a un véritable tissu de musées, alors, plus ou moins poussiéreux, d'accord, plus ou moins dynamique, plus ou moins ouvert, enfin
ouvert de façon permanente dans les territoires ruraux. Ce qui pose aujourd'hui d'ailleurs beaucoup de questions, parce que ça a été un moment vraiment de mode dans les années 1980-1990, et que ces musées commencent un peu à vieillir, et que leurs propriétaires, parfois privés, commencent à ne plus pouvoir non plus les gérer. Voilà. Mais en croisant aussi ces musées et patrimoine, je vous donne un peu un exemple ici, une photo que je vous ai mise. C'est une ferme classée au titre des monuments historiques depuis les années 1930, parce que ce sont des fermes de la Bresse dites à cheminée sarrasine, qui ne sont sarrasines que de nom. Hein, voilà. C'est une forme particulière. Et elles ont été classées dès 1930. Il y en a plusieurs dans la Bresse. Celle-ci, datant du 17e, véritable domaine, a été racheté par le conseil départemental dans les années 80, avec les sources d'archives, etc., reconstituées en mobilier. Donc, on a fait un musée. Et à côté, ça a été l'occasion de créer un grand musée souterrain, qui est un véritable équipement culturel dans ce département. Donc, c'est pour vous montrer aussi comment on croise et on mixte les choses. D'ailleurs, ce musée aujourd'hui ne s'appelle plus musée, puisqu'il a été relooké par un cabinet marketing pour le conseil départemental. Il s'appelle Domaine des saveurs, et non plus musée des plats. C'est aussi, ça vous en dit long aussi sur le mot musée dans notre société et à quoi ça fait référence. Des lieux culturels aussi qui de plus en plus sont des lieux qui bénéficient de labels de la part du ministère de la Culture. On a une politique de labellisation, centre de scène de musiques actuelles, scène nationale, etc., etc. Et ces labels, on peut avoir l'impression qu'ils qualifient plutôt des établissements qui sont dans les villes, y compris dans les villes moyennes, puisqu'il y a une volonté de maillage au moins départemental de la part du ministère. Et en fait, on va en trouver aussi en milieu rural. Donc, des scènes de musiques actuelles. Et ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a eu une des premières et presque les plus célèbres, qui est une SMAC en Ardèche, donc une scène de musiques actuelles dans le département le moins urbain quasi de France, avec la Lozère peut-être. Donc c'est intéressant parce que scène de musiques actuelles, on pense à la ville. Voilà. Mais aussi, je l'ai évoqué la semaine dernière, une scène de musique actuelle en Haute-Saône itinérante, justement, pour pouvoir aller aussi dans les territoires ruraux. Donc des labels qui caractérisent aussi, enfin qui sont aussi présents en milieu rural, avec des centres d'art, dont certains spécifiques, comme celui de Vassivière, autour du paysage. Des centres d'art, ce qui est intéressant, c'est qu'un centre d'art, c'est un lieu où on va créer, c'est pas un lieu où on laisse des œuvres en permanente, c'est on crée et on les montre. Et je vous ai mis aussi la photo du centre d'art de Dème, en Lorraine. Alors, le centre d'art est juste à côté, c'est une ancienne synagogue, donc réutilisation du patrimoine, mais avec aussi une démarche qu'on va trouver, qu'on a l'habitude de trouver en ville, c'est-à-dire de création artistique. Ici, ce sont les locaux administratifs du centre d'art, donc par un architecte de renom, et on va trouver exactement cette volonté de faire des lieux aussi, des hauts lieux de l'architecture, avec le centre dramatique régional Le Préau, dans le département de l'Orne. Il me restait juste le numéro de département, qui est donc dans une petite ville et qui est un centre dramatique aussi labellisé. Et puis, il y a aussi, dans ces lieux labellisés,
ce que l'on appelle les centres culturels de rencontre. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. La plupart d'entre eux sont localisés en milieu rural. Ce sont des établissements, enfin des lieux qui symbolisent des lieux patrimoniaux, symbolisant soit une thématique, soit une action. Donc le premier de ces centres culturels de rencontre, c'est celui de la Saline d'Arquesnan, créé par Serge Antoine. Et depuis ça a diffusé. Donc on est bien Arquesnan, hein, c'est pas vraiment un territoire métropolitain. Et on va en trouver toute une série. Et ici, dans la région, par exemple, on en a deux tout proches. Le centre culturel d'Ambronay. Je vous ai mis un extrait du site d'Ambronay, qui est une abbaye. Qui est devenu... chaque centre culturel de rencontre a une thématique. Donc, Ambronay, c'est l'art baroque, lyrique baroque, avec un festival baroque, mais aussi des formations. Et on peut citer aussi qui a été labellisé très récemment, donc le château de Goutelat, que j'avais évoqué avec vous peut-être à propos du patrimoine, dans la Loire, et qui, lui, a une thématique autour de l'humanisme. Voilà. Donc, vous le voyez, et ces lieux ont longtemps été un peu considérés comme des formes d'isolat en milieu rural, et ont de plus en plus une vocation d'inscription dans les territoires, de diffusion, d'association des habitants. Et donc avec Goutelat, c'est très clair. C'est peut-être un petit peu plus difficile avec le centre culturel d'Ambronay, mais ça évolue aussi beaucoup, parce que le baroque, c'est peut-être... Mais... voilà, ils ont tous ce cahier des charges. D'ailleurs, l'idée d'un isolat en milieu rural et comment réancrer des outils ou des lieux culturels de renommée internationale, hein, les centres culturels de rencontre sont dans un réseau européen par exemple, se retrouve j'ai évoqué tout à l'heure le château de Chambord. Eh bien, les touristes venaient, et en Chambord, c'est un peu une coquille vide. C'est un magnifique château, mais il n'y avait pas grand-chose dedans, voilà, à part les jardins. Enfin, bon. Donc aujourd'hui, il y a toute une problématique aussi pour réancrer ce haut lieu patrimonial dans le territoire rural, en faire un lieu de diffusion artistique, mais pas seulement pour faire venir des touristes, mais aussi pour les habitants. Donc on est bien dans toutes ces dynamiques aussi autour des lieux. Et puis, des lieux culturels en milieu rural, eh bien, on a des lieux qui s'adaptent au milieu rural. S'adaptent comment ? Par la faiblesse des équipements et la faiblesse de la densité. Donc, on a par exemple des lieux éclatés. J'ai évoqué avec vous la SMAC d'Ardèche. Eh bien, la SMAC d'Ardèche, elle labellise 2 lieux différents. Au départ, c'était même 3 lieux différents dans le département d'Ardèche. Et on a là, typiquement, c'était la seule SMAC éclatée. Des lieux aussi polyvalents. On a parlé de services, de multiservices la dernière fois. Eh bien, les équipements culturels sont aussi des équipements polyvalents. Et je pense notamment aux bibliothèques, médiathèques, qui aujourd'hui sont telles qu'elles sont conçues vraiment comme des lieux de polyvalence culturelle, c'est-à-dire des lieux où on va avoir des expositions, des projections, des films, des débats. On les équipe souvent avec un petit amphi autour. Je pense aussi à une SMAC, alors pas rurale mais périurbaine, à Coustelet, qui est à la fois scène de musiques actuelles mais aussi lieu d'accueil jeunesse, qui bénéficie de multiples labels, qui en fait aussi un lieu polyvalent. Lieu polyvalent, eh bien, parce que les lieux patrimoniaux deviennent eux aussi des lieux de diffusion culturelle, comme je vous l'ai dit, voire
que des lieux qui ont une autre fonction que la fonction culturelle deviennent des lieux de diffusion culturelle. Alors évidemment, le meilleur exemple, parce que rural égale agricole égale les granges, hein, mais c'est pas seulement ça. Et on a en particulier, j'y reviendrai, les bistrots. Voilà. Aujourd'hui, comme j'ai entendu dire la dernière fois par des journalistes spécialisés dans la culture, aujourd'hui, un bar devient un lieu culturel en milieu rural. Donc avec un label, comme je vous l'ai mis là, hein, culture et bar. Donc, vous le savez aussi, il y a une forme de labellisation bistrot de pays. Et bistrots de pays doivent faire au moins une fois par an de la diffusion culturelle. Donc des lieux polyvalents. Et puis, on pourrait dire aujourd'hui, grâce aussi au plan de relance, des tiers-lieux, les tiers-lieux qui se diffusent en lien avec des mouvements citoyens, forme d'innovation qu'on a un peu évoqué, volonté de convivialité, de travailler, coworking, etc., mais qui sont aussi des lieux, dont on fait aussi des lieux culturels. Donc là, par exemple, un tiers-lieu qui est souvent cité par le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Je ne sais pas comment il s'appelle aujourd'hui, mais c'était le vieux site. Sur un tiers-lieu en milieu rural, près d'Aubenas. Chaque fois, l'Ardèche, c'est quand même un bon exemple. On voit que on a des bureaux partagés, des ateliers, mais avec aussi une volonté d'en faire un lieu de culture et un lieu de lien social. Donc je pense aussi à la politique du ministère de la Culture, des microfolies aujourd'hui, etc. Donc, et c'est voilà, tiers-lieu culturel et je dirais lieu polyvalent. Aujourd'hui aussi, on avait vu l'année dernière avec la question autour de l'alimentation en milieu rural qu'il y avait des cafés associatifs qui se créaient ou des épiceries associatives. Et souvent, de plus en plus souvent, aujourd'hui, on y associe aussi une activité culturelle. Donc on pourrait citer aussi une action à Ambierle qui aujourd'hui vise à croiser agriculture et lieux culturels autour de ce label tiers-lieu. Donc la faible densité donc nécessite l'adaptation de la culture aussi aux lieux de diffusion, donc par exemple des livres, des lieux de diffusion de livres avec des réutilisations d'abribus et de cabines téléphoniques, ça c'était dans le Puy-de-Dôme, mais aussi une autre forme d'adaptation, c'est-à-dire l'itinérance, qui va se pratiquer dans des lieux qui ne sont pas forcément des lieux culturels. Donc si on parle d'itinérance de la culture, on a certes la caravane, la yourte, le chapiteau, mais aussi des acteurs culturels qui viennent diffuser par itinérance dans des salles des fêtes, des salles polyvalentes et souvent dans des cafés ou bistrots de pays. Alors l'itinérance, aujourd'hui elle est poussée jusqu'au bout, hein. C'est l'itinérance dans la diffusion, je vais revenir sur les différentes formes, mais c'est presque aussi aujourd'hui penser le spectateur itinérant, c'est-à-dire que la représentation, l'action, on va dire culturelle, elle se fait elle amène le spectateur lui-même à se déplacer dans le territoire. Le meilleur exemple, ce sont les balades comptées, qu'on trouve aujourd'hui en ville, mais qui, pour moi, ont été inventées en milieu rural, et qu'on va trouver
aussi peut-être dans des dans des lieux comme où on va créer des sculptures en milieu rural et le spectateur va se balader au sein de la forêt et regarder le paysage pour regarder aussi ces créations culturelles. Donc on est bien aussi dans l'idée d'un lieu, d'une réappropriation de l'espace et de l'espace lui-même qui devient un lieu de diffusion culturelle. Donc c'est loin d'être un désert, puisqu'on n'a pas besoin d'équipement. Je pousse le bouchon un petit peu là. Le retour de l'itinérance, j'ai évoqué rapidement la dernière fois, elle est revendiquée même en ville aujourd'hui. Hein. On l'a vu, c'est le cinéma. On a parlé du théâtre, qui est une forme ancienne, du projet MUMO, donc musée mobile. Et une itinérance donc relayée par les collectivités territoriales et qui s'adapte aujourd'hui à un discours sur les mobilités douces avec par exemple la bibliocyclette qui est donc promue dans le département du Loiret, dans une Comcom du département du Loiret. Mais je citerai aussi, et ça c'est intéressant, un festival, une association qui porte un festival qui s'appelle Scènes Obliques dans le massif de Belledonne, qui s'appelle Scènes Obliques parce que l'idée c'est de mettre en valeur le paysage de montagne, ce lieu de la montagne, et c'est un festival qui existe depuis plus de 20 ans avec un collectif tout autour très dynamique, hein, puisque ce collectif il porte aussi il contribue très largement à porter. Vous savez, il y avait eu une demande de création de parc naturel régional sur le massif de Belledonne, autour des balcons de Belledonne. Hein, c'est aussi très lié à ces acteurs là. Et donc, l'idée, c'est de s'inscrire dans l'espace qui est l'espace de montagne, scènes obliques, et de ne pas avoir un lieu fixe, c'est d'être dans cet espace et de changer d'espace. Donc voilà, itinérance là aussi avec des façons un peu spécifiques. On l'a vu la dernière fois, donc c'est la même diapo, hein, que l'itinérance, ça participe aussi des innovations des politiques publiques. Je viens d'évoquer aussi avec vous les microfolies, etc. L'itinérance, ça pose quand même quelques défis et quelques enjeux sur ce qu'on entend par itinérance. Hein, on a évoqué aussi, est-ce que c'est l'itinérance des artistes qui certains vont aller de lieu en lieu et donc diffuser dans des lieux qui ne sont pas forcément dédiés à la culture. Est-ce que c'est l'itinérance des œuvres, le musée mobile que j'ai évoqué la dernière fois, ou l'itinérance du public, mais aussi qui va déambuler, ou le public qui est obligé aussi d'aller dans différents lieux pour avoir accès à la culture. Une itinérance qui va du concept de faire hors les murs, qui est une injonction de politique publique, au nomadisme que j'avais évoqué la dernière fois, hein, des artistes qui partent 6 mois, 1 an avec leur caravane et qui s'installent pour diffuser. Et puis aujourd'hui se pose donc la question du support de mobilité, la voiture, le cheval de trait, les ânes, le vélo. Évidemment, les acteurs culturels s'emparent des débats sur la mobilité et les mobilités douces. Aller vers, et jusqu'où, on l'avait aussi évoqué la dernière fois, des représentations chez l'habitant, dans des jardins, par exemple. Voilà. L'itinérance, avec une question que je reposerai un peu aussi après, qu'on peut poser sur l'utilisation, la façon dont on peut voir aussi la culture aujourd'hui, c'est est-ce que la culture, elle est, si on fait du développement culturel, elle est là pour ouvrir à la culture,
d'accord, faire de la diffusion culturelle, ou une utilisation de la culture et des artistes en particulier comme outil de médiation, d'aménagement du territoire, d'outils participatifs, et aujourd'hui de plus en plus aussi la culture comme médiation pour réfléchir sur les mobilités, par exemple. Avec des défis que j'avais évoqués, on n'a pas eu le temps de détailler la dernière fois, l'organisation, voilà, je vous avais mis un témoignage, c'est tous les jours, c'est 24 villages différents, c'est un dispositif logistique colossal de déplacement, du matériel, de l'énergie, des bénévoles, etc. Et donc ça nécessite une très très forte implication. Et puis des questionnements, parce que je vous parle de l'Arpenteur et donc de l'association Les Adrets en Beldon, de l'association des Adrets. Eh bien, cette association, au bout de plusieurs dizaines d'années aujourd'hui, eh bien, est en train de chercher à acquérir un lieu pour avoir un lieu pour exister. Et donc c'était une association qui portait un festival itinérant, qui n'avait pas de lieu et qui, justement, qui revendiquait le fait de ne pas avoir de lieu et qui, aujourd'hui, eh bien, s'ancre dans un lieu. Alors, pourquoi ? Parce que quand on a un lieu, c'est plus facile d'avoir une permanence des subventions par les collectivités territoriales, par exemple. Donc, voilà, c'est aussi des questions de financement. Cette spécificité des lieux en milieu rural, ça suscite des formes d'innovation artistique. On a réinventé d'une certaine façon en milieu rural les marionnettes. Les marionnettes, c'était un art dévalorisé, laissé aux enfants, et donc la marionnette a acquis comme discipline artistique sa nouvelle légitimité, en passant par le rural. Le Festival national de la marionnette a lieu en Ardennes, dans les Ardennes par exemple. Entre autres, il y en a aussi à Bourg-en-Bresse, mais c'est surtout les Ardennes. Les contes, c'était aussi juste les enfants. Et aujourd'hui, c'est une véritable discipline aussi artistique. Et cette discipline artistique, eh bien, elle a été remise à l'ordre du jour, enfin revalorisée par le rural. Pourquoi ? Parce que les marionnettes, c'est en termes de spectacle vivant, on n'a pas besoin d'une scène éventuellement, donc ça rentre mieux dans des équipements qui sont pas des équipements culturels. Et le conte, c'est la même chose, et on peut le faire dehors. Donc c'était ces formes d'adaptation et qui en font aujourd'hui donc des disciplines artistiques qui sont aussi à nouveau pratiquées dans des hauts lieux culturels urbains par exemple. La petitesse des salles en milieu rural par exemple permet aussi, ça c'est les enquêtes qui ont été faites par les musiques actuelles, l'association des musiques actuelles, montre que ça permet à des jeunes groupes ou des jeunes artistes de tourner, d'avoir des lieux pour commencer à diffuser en milieu rural. C'est plus petit, la jauge est plus petite, mais ça permet aussi aux tourneurs de justement de tester de nouveaux groupes, ou en tout cas des jeunes. Une autre relation au public avec des formes de convivialité, peut-être plus de proximité, on n'est pas dans la scène, on n'est pas dans un amphi comme ça, et des artistes qui disent que justement ces absences de lieux ou lieux spécifiques, eh bien, ça permet aussi d'avoir des échanges particuliers avec le public. Et enfin, peut-être qu'un lieu qui n'est pas étiqueté au lieu culturel, Opéra de Lyon, eh ben, on y va plus facilement. Donc il y a aussi cette idée d'étiquetage et de peur que peut faire la culture avec un grand C parfois. Voilà.
Donc, et cette adaptation a aussi permis le développement de nouvelles disciplines comme le land art. Alors, je ne vais pas rentrer dans les débats, ce qui est du land art, pas du land art, etc., comme on peut l'appeler. Voilà, je ne suis pas une spécialiste, mais bon, l'art dehors. Et puis, les arts de la rue. Je rappelle quand même que les hauts lieux des arts de la rue, c'était en Ardèche, avec une association Absoar, etc., à Aubenas, et qu'aujourd'hui, les 2 grands festivals des arts de la rue en France sont dans 2 villes moyennes, Chalon-sur-Saône, et surtout Aurillac. Et Aurillac, c'est une ville moyenne au cœur d'un département très rural, au bout du bout du... Quand je vous ai dit que j'arriverai pas au bout de mes 3 parties, on finira un peu la prochaine fois. Et puis des temporalités particulières aussi en milieu rural. Ces temporalités particulières, c'est l'importance du patrimoine, de cette histoire, de cette culture aussi patrimoniale, que ce soit dans les dimensions monumentales ou dans celles des produits de terroir ou de la culture immatérielle. Donc ça ancre un peu la culture dans le temps. Et puis à l'inverse, ou à l'opposé, ce qui caractérise aussi les temporalités en milieu rural, c'est bien sûr les formes temporaires, épisodiques. Donc les festivals, les fêtes, bien entendu, les festivals qui, l'été approche, on va avoir une cartographie des festivals et vous allez voir qu'ils sont très bien diffusés en milieu rural, mais avec donc c'est un temps précis. Et des temporalités, j'ajouterais aussi, on y reviendra avec les financements aussi, parce que parfois certaines actions sont financées par des programmes de développement local, donc elles sont financées à 5 ans, à 6 ans, et puis elles disparaissent au bout des 5 ou 6 ans. Donc c'est aussi une question de temporalité. Quand on a, même, je ne rentre pas dans les débats actuels, mais un grand théâtre, un opéra, on est sûr d'avoir des financements, même s'ils diminuent, d'accord ? On est sûr. En revanche, quand ça repose sur des financements liés à des programmes de développement local, et ben au bout, on n'est pas sûr. Donc, il y a aussi cela. Et puis, je vais y revenir aussi, la culture, elle est aussi souvent le fait de personnes privées et donc liée aussi aux aléas ou à la vie de ces personnes privées. Si je crée un cabaret, par exemple, ou un lieu de diffusion du jazz chez moi, si je dois déménager, le lieu disparaît. Si j'ai un problème financier, ça disparaît. Donc ça aussi, ça donne des temporalités aussi un peu différentes. C'est pour ça aussi souvent qu'on parle de foisonnement, parce qu'il y a cette idée de foisonnement, mais de renouvellement et de turnover, d'une certaine façon. Donc je vous ai mis dans les temporalités les festivals, avec l'idée quand même que des festivals ont des fonctions touristiques fortes, sont associés à la fonction touristique des espaces ruraux, mais de plus en plus l'idée c'est aussi faire participer les habitants et de faire en sorte qu'il y ait des animations tout le long de l'année pour préparer le festival et donc d'associer les habitants. Et de plus en plus de festivals prennent aussi de nouvelles formes, donc avec des conseils régionaux, par exemple, comme Bourgogne-Franche-Comté, qui vont financer des festivals pour les habitants à contretemps de la période des festivals, c'est-à-dire automne-hiver. Donc, ce caractère éphémère et en pointillé des présences culturelles tient aussi aux résidences d'artistes. Il y a beaucoup de programmes ministériels, des collectivités territoriales qui visent à créer des résidences d'artistes en milieu rural. Donc, ça donne aussi une forme de caractère éphémère. Avec juste une petite parenthèse, c'est que ces résidences d'artistes, il faut bien prévenir les artistes que
dans certains cas même, dans le contrat, il est précisé que l'artiste doit avoir son permis de conduire pour pouvoir aller faire ses courses. Parce que il y a eu aussi un certain nombre de problèmes parfois. Donc des compagnies, j'ai aussi rencontré ça, qui s'installent de façon saisonnière en milieu rural, qui ont une grange. Et l'hiver il fait trop froid, donc ils sont à Lyon, et puis ils vont en Haute-Loire, plus dès qu'il commence à faire un peu moins froid. Donc ces formes aussi de présence-absence de façon saisonnière. Donc voilà, la saisonnalité, elle est liée au tourisme, je l'ai dit, mais pas seulement. Il y a aussi des lieux à vocation culturelle qui sont utilisés comme des lieux de diffusion culturelle, comme des granges, mais je suis pas sûre qu'une représentation de théâtre dans une grange dans le massif du Vercors en plein hiver, ça puisse tout à fait fonctionner. Donc il y a aussi la temporalité qui est liée à ces lieux qui sont pas toujours adéquats face à l'hiver, au froid, etc. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a bien ce rapport au temps qui tient aux caractéristiques même du milieu rural avec la distance. Et la distance qui génère du temps pour aller à une manifestation culturelle, mais ou pour pratiquer une activité culturelle, c'est quelque chose qu'on a vu avec les temps d'action périscolaire, vous savez, qui visait à faire pratiquer des activités autres aux enfants. Eh bien, dans des territoires ruraux, se posait tout de suite la question, on est des petites écoles, mais on a des regroupements pédagogiques, et comment on va faire pour faire venir tout le monde au même endroit, le temps que ça prend, et si on embauche quelqu'un pour faire un temps hors scolaire des activités, eh bien il va falloir qu'il vienne, est-ce qu'on le paye pour le temps qu'il passe à venir ou pas? Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui vient qui revient très souvent, et j'ai pu suivre, comme je vous l'ai dit, pour la DRAC, une procédure visant à faire venir des artistes et créer des projets sur des intercommunalités rurales. Et en fait, à chaque fois, revenait toujours cette question du temps du déplacement pour venir, et qui finance ce temps. Voilà. Alors, donc, je vais essayer d'être rapide sur les acteurs multiples, puisque je les ai déjà évoqués avec vous. Une multiplicité d'acteurs et une importance, donc je l'ai déjà mentionné, des initiatives privées, mais aussi associatives en milieu rural. Donc, ce que je voulais surtout souligner avec vous, parce qu'on était bien dans désir de campagne, habiter, vivre et créer ces activités en milieu rural, eh bien, les anciens, les nouveaux habitants sont aussi souvent au cœur d'initiatives qui vont porter des projets culturels. Alors, je dis bien anciens et nouveaux. C'est pas seulement l'habitant qui vient de la ville, Néo, qui vient télétravailler ou à la suite du Covid, qui va dire j'ai besoin d'activités culturelles et créer des activités culturelles. Il y a d'autres habitants qui peuvent aussi, qui étaient là avant, qui peuvent être au cœur des initiatives. Assez souvent, ces habitants ont des besoins, des envies. Et comme on ne trouve pas sur le territoire où ils habitent ce qui répond à leurs envies, eh bien, vont susciter eux-mêmes ces activités. Alors, je vous ai mis, par exemple, un exemple qui s'appelle la Grange à Parapluie dans la Bresse. C'est des femmes nouvelles habitantes et puis qui sont là, qui vont créer une association dans une grange et qui aujourd'hui en passe de devenir un espace de vie sociale, donc avec une association, avec diffusion de spectacles vivants, résidence d'artistes, etc., etc.
une personne rencontrée dans la Drôme qui a créé un cabaret, comme j'ai évoqué tout à l'heure, parce que voilà. Et puis une SMAC bretonne qui a été créée par des jeunes, alors qui est SMAC aujourd'hui, qui ne l'était pas, des jeunes enfants d'agriculteurs au cœur de la Bretagne centrale qui souhaitaient pouvoir diffuser des musiques actuelles, et bien qu'on créait un lieu de concert dans la grange à côté de la ferme des parents, etc., et qu'aujourd'hui un haut lieu de la diffusion des musiques actuelles 30 ans plus tard. Mais voilà, c'est aussi pour vous montrer que c'est des nouveaux habitants, mais c'est aussi des habitants qui sont là et qui viennent installer. Alors, ça me permet de faire une accroche avec les jeunes, parce que eh bien, on voit que aussi des jeunes issus des territoires ruraux sont porteurs, souhaitent revenir habiter dans leur territoire et vont créer ce qui répond aussi à des besoins qu'ils peuvent avoir, des pratiques qu'ils ont pu avoir en ville quand ils sont allés, par exemple, à l'université, ou qui veulent avoir des carrières artistiques et qui vont, tout en voulant continuer à habiter dans leur territoire, vont créer leur propre compagnie ou leur lieu de diffusion culturelle. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Et je vous ai mis donc les rencontres d'Ambronay, là, qui étaient consacrées aux jeunes créateurs et insertion professionnelle. Et on nous a montré des exemples de jeunes, peut-être citadins, allant s'installer en milieu rural, mais aussi de jeunes issus du milieu rural qui veulent rester, qui restent et qui créent artistes dans le milieu dont ils sont originaires. Il y a aussi des travaux qui ont montré combien les jeunes étaient aussi, on pourrait, j'ai oublié d'évoquer dans ces lieux de diffusion ou acteurs, mais je vais peut-être y revenir avec les associations, aux radios associatives qui sont très importantes en milieu rural et dans lesquelles beaucoup de jeunes aussi s'impliquent et font ce jeu entre la ville, parfois la semaine, le week-end, où ces jeux entre l'urbain et le rural sur aussi des pratiques de vie, mais aussi dans leur intérêt à la culture. Des résidences secondaires. On a aussi beaucoup de résidences secondaires en milieu rural, dont certains sont à l'origine de création de lieux culturels, de lieux culturels ou de festivals, beaucoup aussi. Et je pense aussi à peut-être quelque chose d'un petit peu différent, un centre d'art de Lacou sur le plateau d'Hauteville, qui a été créé par une personne qui était là au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui était venue. Alors Hauteville, c'est c'était la thérapie par le bon air, d'accord. Donc aujourd'hui, c'est un peu en déshérence, un peu sinistre Hauteville. Mais dans ce bout du monde, dans l'Ain, on a un centre culturel d'exposition d'art contemporain, donc qui est issu d'une personne qui s'était fait soigner là et qui y a créé ce lieu. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, plusieurs artistes associés ont racheté un ancien le nom m'échappe, lieu de villégiature, de lieu pour reprendre des forces, etc., à Hauteville, qui était fermé. Ils l'ont racheté, ils se sont associés à trois, ils se sont installés. Donc, qui redonnent, s'appuyant aussi sur le centre de Lacou, donc redonnant une dynamique et peut-être une autre image à Hauteville-Lombe, qui était un petit peu une image d'activité, de lieu à l'activité désuète. Voilà, donc cette création d'activité, vous voyez, là ce sont trois jeunes artistes qui viennent s'installer, qui rachètent à trois un lieu
pour en faire un lieu culturel et qui, à cette occasion, donc créent leur propre emploi, mais viennent vivre en milieu rural. Donc on était bien tout à l'heure dans cette idée d'attractivité. Et pourquoi ? Parce que c'était pas cher, hein. Ils ont acheté 150 000 € à Troyes, un lieu où l'un crée des grandes sculptures très très hautes, donc il avait besoin de bâtiments spécifiques. Voilà. Et donc des habitants qui sont aussi les acteurs de leurs pratiques culturelles, qui vont avoir en milieu rural, il y a aussi beaucoup de pratiques amateurs. Dans ces acteurs multiples, je voulais évoquer aussi avec vous le rôle ancien et renouvelé des associations et une grande diversité d'associations qui interviennent dans la culture en milieu rural. Tout d'abord, l'éducation populaire. Donc l'éducation populaire, ça a été fondamental pour la culture en milieu rural. C'est les foyers ruraux. Donc les foyers ruraux ont été créés par Tanguy Prigent avant la Seconde Guerre mondiale et ont été un peu considérés, quand Tanguy Prigent lui-même était ministre de l'Agriculture, comme un lieu aussi de culture à diffuser sur le territoire rural. Donc aujourd'hui, les foyers ruraux, il y en a pas partout, mais ce sont des lieux aussi où on pratique la pratique amateur pour beaucoup. C'est eux qui ont largement contribué à revaloriser le conte en milieu rural. Et puis, ils ont formé des tas de personnes qui ont ensuite porté la culture en milieu rural ou qui sont aujourd'hui des personnes renommées. Je pense à un conteur... non mais je vais pas y arriver aujourd'hui, je vais pas vous le retrouver, je le dirai, qui a créé un festival dans une commune qui s'appelle Pougne-Hérisson, au bout du monde de l'ouest de Poitou-Charentes, et ce festival s'appelle Le Nombril du Monde. Donc c'est un festival qui est créé autour du conte et voilà, qui de là a permis aussi de créer des structures permanentes, etc. Eh bien, ce conteur, qui est donc de renommée internationale et qui a créé ce festival, il est issu aussi de ces mouvements d'éducation populaire, en particulier des foyers ruraux. Et puis, dans l'Éduc-Pop, il y a aussi Peuple et Culture, qui a une philosophie un peu différente des foyers ruraux. Peuple et Culture, c'est moins la pratique amateur que diffuser la culture avec un grand C, donc en milieu rural. Ils ont été aussi parmi les premiers à faire des sortes d'artothèques ambulantes. Il y a la FOL, Fédération des œuvres laïques, qui porte une bonne partie des cinémas itinérants, qui portait une bonne partie des cinémas itinérants, et qui, par exemple, dans le département du Gers, a été à l'origine du tournage de films sur le rural, dont Le bonheur est dans le pré. C'est aussi la FOL qui a voulu changer l'image, enfin qui a contribué à dire qu'il faut changer l'image du rural en attirant des réalisateurs dans ce département. Les centres sociaux, aujourd'hui, qui se transforment de plus en plus en espace de vie sociale et qui jouent un rôle très important sur la diffusion de la culture, les pratiques amateurs en milieu rural. Et puis les MJC, qu'on connaît, Maison des Jeunes et de la Culture, qu'on connaît bien en ville comme un outil urbain, mais qui sont aussi présentes en milieu rural. Alors aujourd'hui, les MJC, elles tendent à devenir aussi des espaces de vie sociale. Bon, dans ces labels, on a des évolutions aussi. Et puis, des associations qui ne relèvent pas de l'éducation populaire, comme Famille Rurale, qui est la famille rurale, ça peut organiser une cantine, l'accueil périscolaire, etc., des activités pour les personnes âgées. Et en fait, Famille Rurale est aussi un lieu peut organiser, est un acteur important de la culture en milieu rural, organisant des voyages en ville ou la pratique amateur. Donc, les pratiques amateurs
il y a une multiplicité d'associations en milieu rural qui portent des pratiques amateurs, plus ou moins collectives. Mais beaucoup d'associations de théâtre amateur, avec des festivals de théâtre amateur très importantes en milieu rural. Parfois des associations qui comportent 200-300 personnes autour du théâtre, par exemple, mais aussi tout ce réseau d'associations patrimoniales qui a fleuri à partir des années 60, 70 et surtout des années 80, qui sont des lieux de sociabilité, des lieux aussi d'action, importante. Et donc, dans ces acteurs multiples, eh bien, il y a bien sûr les artistes, les artisans d'art, et je pense que je reviendrai je ferai un demi-cours sur la culture la prochaine fois. Je suis désolée, je n'ai pas calibré aujourd'hui. Voilà, parce que je suis trop bavarde sur la culture.